s'appelle la guerre de l'article 1er n'aura pas lieu. La guerre De l'article 1er n'aura pas lieu. La guerre de l'article 1er n'aura pas lieu. Je pense qu'il a eu raison. Donc la guerre de l'article 1er n'a pas eu lieu. Est-ce qu'elle aura lieu dans 50 ans lorsque une nouvelle constitution sera adoptée? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, elle n'a pas eu lieu. Et c'est ça, en fait, l'idée du compromis. Curieusement aussi, deuxième constat que j'ai fait sur notre historique, c'est Nava qui a proposé le maintien de l'article 1er. Ça, il faut aussi le dire. Et les gens qu'on appelle les démocrates étaient très contents. Parce que le débat n'est pas eu, parce que la guerre n'est pas eu. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres gens, d'autres démocrates qui ont demandé aussi un débat sur cette économie. Parce que la jeu n'était pas suffisant. Disons, pour le moment, vu le contexte actuel de la Tunisie, est-ce que c'est tant mieux ou c'est tant pis, je ne sais pas. Et en tout cas, ça a évité à la Tunisie beaucoup d'inconnus. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est autre chose, c'est que la Constitution était vraiment un acte civil, et c'est la société civile donc, qui a disons, verrouillé l'article 1er. Parce qu'en fait, on a besoin de ça. L'article 1er, c'est donc un article de compromis, mais il y a aussi d'autres articles. Et la société civile a joué donc un rôle donc, très important pour verrouiller l'article 1er, pour qu'il n'y ait pas une interprétation dangereuse, y compris sur l'égalité entre l'homme et la femme, sur un tas d'autres articles nouveaux, essentiellement, donc on va le dire, la liberté de conscience, et surtout l'article 49 qui concerne tous les articles qui portent sur les droits explicataires. Donc vraiment, la société civile a joué un rôle donc très important, et c'est autour de ce thème, de cette thématique donc assez particulière, que les trois intervenants vont parler. Alors, on va commencer par des projets citoyens au pluriel, je pense, c'est ça. Donc, de la Constitution, et sans trop tarder, je donne la parole à celle-là en 10 minutes. Oui, Monsieur le Président. Alors, effectivement, alors les projets citoyens de la Constitution, il y en a eu beaucoup, ça a été une période foisonnante. J'en ai compté 6, et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y en avait un autre, un 7e. Rapidement, je ne pourrai pas, j'ai trop peu de temps, je ne pourrai pas tout développer, mais en tout cas, voilà mes clés d'analyse ou les choses à l'aune desquelles j'analyse ces projets de constitution. D'abord, je les mettrai sous le nom de la passion constitutionnelle. Et on en a parlé hier, il y a une véritable passion constitutionnelle qui s'est révélée après la Révolution, et qu'on peut mettre sur le compte de ce qu'on appelle l'émotion ou le romantisme révolutionnaire. C'est connu, en phase révolutionnaire, il y a une sorte d'enchantement qui atteint les peuples, qui atteint les individus et les groupes, et je pense qu'il y a cette part d'émotion, et même si on est juriste, on ne peut pas ne pas aussi tenir compte de cette émotion. La deuxième chose à l'existence, qui expliquerait ou qui analyserait les projets citoyens de la Constitution, c'est très intéressant parce que cela apporte un démenti à un paradigme qui a prévalu pendant très très longtemps dans le champ des sciences juridiques et des sciences sociales, et qui a dénié aux sociétés arabes un intérêt quelconque pour les institutions et le droit. Au point que pendant très très longtemps, on n'a pas regardé quelles étaient les constitutions de ces pays arabes. Ça a été caricaturé par l'intervention du président Chirac lorsqu'il est venu en Tunisie et qu'il a pensé que la chose la plus importante dans nos pays, c'était de boire, de manger, de se loger, de se vêtir, mais que la question constitutionnelle, les droits, les libertés,
l'agencement des institutions, l'architecture des constitutions n'était pas véritablement dans nos préoccupations. Également, ce qui est intéressant dans les projets citoyens, je le dirai tout à l'heure, c'est qu'il y avait une citoyenneté avant la lettre constitutionnelle. Et c'est en cela que ça rentre dans le programme fait par les organisateurs du colloque, donc par l'association, qui est donc une citoyenneté avant la lettre, une récupération, donc une sorte de volonté d'une récupération de soi et de sa parole. Parce que si le langage est important, la parole, en temps démocratique, est encore plus importante, parce que c'est la parole qui fait les citoyens. Et puis, une citoyenneté en action, hein, ce n'est pas une citoyenneté au repos, comme celle qui peut exister dans la Constitution, dans les articles d'une Constitution, des dispositions constitutionnelles, mais une citoyenneté en action qui dispute à l'autre, c'est-à-dire qui dispute ici à l'Assemblée nationale constitutionnelle, qui lui dispute le monopole de la représentation de la souveraineté et même le monopole de la souveraineté. Donc derrière ces projets, il y avait donc des groupes et des individus qui ont dit on est également la souveraineté, elle est à nous, nous faisons partie de ce peuple et on reprend donc ce monopole et on déconstruit le monopole. Et puis, alors, effectivement, l'autre idée, c'est de dire que derrière ces projets de constitution, la volonté du vivre ensemble. La constitution est un acte fondateur dans lequel les individus, les groupes, les collectivités, etc., affirment quelque chose, c'est la volonté d'un vivre ensemble. Alors très rapidement, quels sont ces projets? Il y en a eu 6. Le premier, je vais le faire de manière chronologique parce que c'est important, on peut prendre une sorte de départ, un avant et un après. Il y a eu 2 projets avant même l'élection de l'Assemblée nationale constituante. Le premier, c'est celui du doyen Saad Belride, qui a été présenté le 12 juillet 2011 en français, puis repris en arabe au mois de septembre 2011. Il y a eu exactement la suivi de très peu le projet du réseau de Stourna, qui a été élaboré sur la base du manifeste du 20 mars, les 22, 23 et 24 juillet, aux assises de Merdea, et publiquement présenté donc en juillet 2014, juillet 2011, excusez-moi, bien avant donc les élections d'octobre 2011. Par la suite, il y a eu 4 projets, une fois que là, il y a eu les élections du 23 octobre 2011, il y a eu 4 projets. Le projet d'abord des experts, élaboré le 8 octobre et présenté le 21 novembre 2011, c'est ce qui existe dans le texte qu'on a pu consulter et qui existe aujourd'hui sur Internet. Ensuite, et on oublie souvent de le dire, la Constitution des femmes démocrates, intitulée La Constitution de la citoyenneté et de l'égalité, qui a été élaborée le 5 février 2012 et publiquement présentée le 8 mars 2012. Par la suite, le projet de l'UGTT, de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, donc la centrale syndicale, présenté le 24 février 2012, mais discuté en marge du 22e congrès de l'UGTT et présenté et déposé publiquement, ou déposé à l'ANC, je crois en mars 2012. Et enfin, il y a eu le dernier projet, la constituante civile, le projet de l'Assemblée constituante civile, Al-Majlis al-Mouezi, vous vous souvenez du Majlis al-Mouezi, du 12 février 2012 et qui va faire coller beaucoup d'encre. Alors bien entendu, les auteurs, on peut donner rapidement, faire une petite typologie. Donc il y a un projet un peu individuel, bâti sur l'autorité d'un doyen, l'autorité de l'expert, qui est le projet de Saad Belride, doyen de la faculté de droit, mais également, ne l'oublions pas, tête de liste indépendante d'une liste intitulée El Kafa'a à Ben Arous. Et on voit bien combien le mot café a compétence, ou café a ses compétences. Donc combien la légitimité de ce projet est bâtie sur la compétence.
les auteurs de Sturna, donc du projet de Sturna, le réseau de Sturna se veut et se déclare un réseau social citoyen démocratique et décentralisé, voilà, qui s'intéresse aux affaires publiques dans leur dimension politique, sociale, économique et culturelle. Et ce réseau de Sturna a vu le jour à la veille des élections, le 26 décembre, là, tout de suite après les élections, le 26 décembre 2011. Le comité des experts, et heureusement qu'il y a quelques-uns, et dont le professeur et le doyen Nihat Ben Achour, président ici, président de l'Assemblée, mais président du comité des experts. L'histoire de ce comité des experts est intéressante parce qu'il a commencé avec la première commission, la commission des réformes politiques. La commission des réformes politiques qui avait déjà constitué ses experts et qui a continué par la suite dans le cadre de la haute instance pour la protection des objectifs de la révolution. Ensuite, après la dissolution ou l'autodissolution de cette instance, ce comité, comme nous l'a dit hier le professeur Ben Achour, a continué de manière informelle jusqu'au moment où ce comité des experts s'est constitué sous forme d'association. La même chose pour l'Union Générale des Travailleurs, ça a été fait également par un comité des experts, dont on connaît le nom. Il y a notamment parmi les experts, aujourd'hui l'actuel président de l'ISI, de l'instance supérieure électorale pour les élections, qui est Chafir Sarsa, et qui faisait partie également du comité des experts, Erben Ben Moussa, juriste à la faculté de droit de Tunis, Moussa Bel Taïf, etc., donc des publicistes. Et enfin, l'Assemblée constituante civile, qui a créé une sorte de dynamique et mis une sorte d'assemblée civile constituée par des associations et des individus et qui devait aller en concomitance avec les travaux de l'Assemblée nationale constituante. Alors voilà rapidement pour les différents projets, je ne peux pas rentrer dans leur contenu. Par contre, ce qui est très intéressant à savoir, c'est de reprendre un petit peu le contexte dans lequel tout cela a été fait. Dans un premier moment, ceux qui ont été faits avant les élections. N'oublions pas qu'on était à la phase 2 du processus électoral, c'est-à-dire la formation des listes et le dépôt des candidatures. Formation des listes et dépôt de candidatures qui a créé de très grands problèmes et un grand débat sur, par exemple, la parité qui a été imposée par le décret-loi sur les élections à l'Assemblée nationale constituante. Le deuxième problème, c'est l'accord politique qui a été obtenu à l'arraché par le président de la haute instance, donc Serial Ben Achour, qui a été obtenu pratiquement un peu avec comment je pourrais dire, un peu la force du désespoir de ne pas laisser aller vers l'Assemblée constituante des majorités sans cap, sans feuille de route, surtout que, mais alors je ne sais pas si j'ai le droit j'ai peut-être oublié, je crois que le pacte républicain qui devait être fait à l'intérieur, au sein de cette haute instance, n'a pas réussi. Et le pacte républicain était ce cadre général de valeurs et de principes sur lesquels il y avait une sorte de consensus et qui devait donner et permettre à l'Assemblée constituante d'avoir une base, au moins une première base de discussion. Toujours avant l'Assemblée, avant donc, les élections, un très très grand débat qui a déchiré la société tunisienne sur le référendum ou non avant la Constitution, référendum aussi bien sur les attributions de l'Assemblée constituante que sur la durée du mandat de l'Assemblée constituante. Et donc il y avait déjà, on avait pris la conscience que peut-être cette Assemblée constituante allait être comme un bateau ivre qui allait errer comme ça sans cap ni projet. Et donc il y a eu cette volonté de la part de la société civile de baliser un peu le champ de l'ANC. Par ailleurs, après les élections, la même chose au niveau de... Il reste 3 minutes, et j'aurai terminé dans 3 minutes. Toujours au niveau du contexte, n'oublions pas donc les résultats du scrutin du 23 octobre 2011.
Un scrutin qui a été, je crois, qui a frappé l'esprit des Tunisiens. Pourquoi? Parce qu'il a permis une majorité au sein de l'Assemblée constituante à une minorité au sein de la société. Et on l'a dit hier, il y a eu 1 500 000 voix qui n'ont pas eu de représentation au sein de l'Assemblée. Il y avait presque 11 000 et quelques candidats. Il y avait 111 partis et autant de listes indépendantes. Donc tout ça a fait que le résultat du scrutin a été... C'est comme si on se réveillait, on s'est réveillé, comme on le dit, avec la gueule de bois. Hein? Donc ça a peut-être ajouté à l'envie de la société civile de faire, de proposer des projets de constitution. Et puis, alors, également, le report, je ne sais pas si vous vous souvenez, des débats sur le mandat de l'Assemblée constituante, cela a été refusé. Et cela a été refusé alors que lorsque on est allé pour voter et élire l'Assemblée constituante, dans notre esprit, elle était là pour une année et elle n'avait pas d'autres attributions que de nous amener, comme pour le premier gouvernement provisoire ou le deuxième, de nous amener vers des institutions pérennes, donc pour organiser de nouvelles élections, et donc non pas des attributions comme elle a exercé avec, rappelez-vous, le premier projet de loi de l'Assemblée nationale constituante, c'était El Ma'doun al-Shari. Hein, c'était le premier projet de loi, le Ma'doun al-Shari, une sorte de médiateur charaïque relativement aux problèmes ou aux conflits qui peuvent se poser au sein de la famille. Et donc, il y avait déjà installé une sorte de suspicion très grave, un décalage entre les attentes de la société tunisienne et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, que j'ai toujours appelé le bateau ivre, jusqu'au moment où, heureusement, on a fini. Alors, quelles étaient les réactions rapidement? C'est pas la peine, pourquoi faire? Ou alors, pourquoi faire? Vraiment rapidement, Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai encore une minute. Donc, le doyen Belhuid, quels étaient les mobiles? Donc, le doyen Belhuid voulait apporter une contribution, et il le dit dans son petit exposé des motifs. Le projet de Stourna, c'était la réappropriation du pouvoir souverain et l'instauration de ce qu'on appelle la démocratie participative. Le projet des experts, probablement cadrer le projet aux listes de la majorité au sein de l'Assemblée nationale constituante et donc le projet d'identité collective, en rappelant le principe que la Constitution est là pour protéger les libertés et non pas les identités collectives. Pour la constitution de la citoyenneté et de l'égalité de la TSD, qu'elle a faite dans le cadre d'une constituante fictive également, c'est le message que les droits des femmes sont partie intégrante des droits de la personne humaine et qu'il y a une indivisibilité. Pourquoi? Parce qu'on avait opposé aux femmes les spécificités culturelles, et je vous renvoie à ce débat où on peut en parler par la suite. Le projet de l'UGTT, son mobile, c'est d'apporter un plus sur la justice sociale, et enfin la constituante civile, c'était d'être vigilante par rapport à l'écriture de la Constitution. Quelle a été la réaction de l'Assemblée constituante? En un mot, rappelez-vous, et je peux ne pas le dire, et le laisser presque à la devinette, quelle a été la réaction de l'Assemblée nationale? C'était qu'elle avait élaboré un principe de méthode qu'ils ont appelé la page blanche. Voilà, la page blanche. Et on revient à l'hypothèse de notre ami hier, l'hypothèse du néant. Sauf que, bien entendu, il n'y avait pas néant, il y avait cette accumulation de projets, bon gré, mal gré, d'accord? Bon gré, mal gré, ce sont des projets qui ont balisé le projet constitutionnel. Et si aujourd'hui on devait faire une comparaison entre les différents projets, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprises à ces projets, et notamment pour la matière que je connais le plus, et qui a été présentée par les femmes démocrates, par exemple ce projet, cette loi intégrale contre la violence, qui existe aujourd'hui de manière expresse, comme une disposition formelle de la Constitution, dans l'article
46 du projet constitutionnel. Page blanche, on reviendra sur les propos de si Khidr lorsqu'il a expliqué ce qu'il entendait par page blanche. Voilà, merci. Merci. Juste deux remarques. Dans les projets que tu as cités, on constate qu'il n'y a pas de projet de société politique. Si, je l'ai fait exprès, je l'ai sorti parce que la société politique n'étant pas la société civile, et étant une puriste. Voilà, donc oui. Après je l'expliquerai. Hein. Je le constate parce que, donc également actuellement, à propos du projet de loi électorale, on constate aussi l'absence de la société politique. Donc, qu'il y a donc un grand désengagement de la société politique, pour des raisons complexes, et c'est la société civile qui s'est imposée, c'est elle qui a pris le devant en matière d'élaboration de projets, aussi bien de constitution que d'autres d'ailleurs. Deuxième élément aussi, important, je pense que dans le débat, la société civile tunisienne est active, mais elle n'est pas ordonnée, elle est désordonnée. Et donc chacun agit dans son coin, mais malgré tout, on constate qu'il y a une parabole qui traverse tous ces projets. Donc, par exemple, la modernité, l'état civil, l'égalité entre l'homme et la femme. Et donc je pense qu'on dirait qu'il y a une génération de jeunes et de moins jeunes qui ont été éduqués sur le modèle, entre guillemets, bourguigien ou bilinguiste, et qui a, sans le dire, ils ont transmis des idées pour imposer quelque chose sur la page blanche que tu as dit. Et en tout cas, merci beaucoup de tout cela. Alors, il y a autre chose, c'est que, et ça aussi c'est une spécificité tunisienne, il y a donc le cadre formel de l'Assemblée constituante, avec ses commissions, mais il y a le non formel. Et le non formel est très important en Tunisie. Et donc on va le comprendre certainement lorsqu'on va lire dans ce dialogue national, botanique, donc quel était son rôle dans l'élaboration de la Constitution. C'est donc Ginel lui-même qui va nous en parler. Ginel. شكرا لي. بالفعل يعني المداخله مش تكون حول الحوار الوطني حول الدستور في تونس، ولو انه معناها العمليه كانت في البدايه ممكن تنقصها الجانب القانوني او البعد الالزامي، لكن فيما بعد تم تعديل النظام الداخلي للمجلس التاسيسي لادراج يعني مخرجات هذا الحوار الوطني. في البدايه يعني من المهم ان نؤكد على انه بلا شك النخب السياسيه تؤدي دور رئيسي في Je prends des casques. Pas du tout, بالعكس. Il faut maintenir le bilinguisme. Voilà, maintenant on recommence. إذن مداخلتي ستكون حول الحوار الوطني حول الدستور في تونس، وهي عملية يعني لم تحظى بالتغطية اللي تتطلبها وبالتقييم بالأساس الذي تتطلبه، باعتبار أنه إذا تم تنقيح النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ليأخذ بعين الاعتبار يعني ما تولد عن هذا الحوار من نتائج. لماذا حوار وطني حول الدستور؟ أو لماذا هذه المقاربة التشاركية؟ بلا شك تؤدي النخب السياسية دور رئيسي في اتخاذ القرارات حول كيفية وضع دستور جديد، لكن هنالك تنشؤ راسخ يعني منذ بضعة عقود يهدف إلى بناء آليات للمشاركة العريضة داخل هذه العملية لتفادي وضع دستور يؤدي مثلا إلى توزيع الغنائم بين الأطراف السياسية وبين الطوائف المتنافسة، ولتحسين فرص تمتع الدستور الجديد بدرجة عالية من المشروعية الشعبية. ندرك أن المشاركة العامة إذن تعزز الملكية الوطنية للوثيقة الدستورية،
فعملية وضع الدستور التي تتمتع بمشاركة المواطنين والتي تعمل على مواجهة القضايا الحقيقية التي يواجهونها تكون نتيجتها دستور يملكه الشعب ويعزز إذن الوحدة بين المواطنين ويعمق العلاقة بين يعني المواطنين والسلطة الحاكمة. من المهم أيضا التأكيد منذ البداية على أنه لا يوجد نموذج واحد ينطبق بصورة عامة للتشاور مع الشعب. هنالك يعني عدة آليات مثل تقديم أو طلب تقديم اقتراحات، توجيه أسئلة إلى عينة ممثلة للسكان، عقد اجتماعات وجها لوجه تكون يا إما اجتماعات شعبية أو مع مجموعات محددة أو حول مواضيع معينة أو أيضا اجتماعات مع الخبراء. وهذه كلها آليات ممكنة، ولكن من المهم أيضا أن ننتبه إلى أنه في المراحل الانتقالية ينظر في العادة إلى النظام بعدم ثقة. في المراحل قلت الانتقالية يعني تتميز بأن الثقة ضعيفة بين الشعب والسلطة الحاكمة، وبالتالي يتعين على القائمين على العملية التأسيسية إقناع الشعب بأن جهودهم صادقة. إذا فما الرهان الكبير أو الأساسي في هذه الآليات هي أنه لابد أن تكون تكسب مصداقية لدى العموم. في تونس المواطنين يمكن أن نعتبر أنهم شاركوا إلى حد في المسار التأسيسي بآليات مختلفة. تقبلوا الأستاذ سناء إذا كانت تتحدث عن المشاريع التي قدمها المجتمع المدني. المجلس الوطني التأسيسي تلقى عدة مشاريع بساتير، مقترحات عدة من خبراء منظمات مجتمع مدني، أساتذة قانون. المجلس أيضا أحدث موقع ويب وفيه ركن تفاعلي كان يعني يسمح للمواطنين بطرح تساؤلاتهم وملحوظاتهم. ولكن هنا اللي يهمنا واللي سأركز عليه هو مسألة الحوار الوطني. الحوار الوطني في الحقيقة يعني بوادره بدأت في تنظيم تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة تحت عنوان نحو صياغة تشاركية للدستور. كان ذلك في 14 و 15 سبتمبر 2002. كان في مقر المشهد 2012 شاركت فيه قرابة 300 جمعية، كان في مجلس ليدو مجلس تأسيسي، وكانت النقاشات حول مسودة أوت 2012. ثم بعد ذلك إذا تم تنظيم حوار بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والطلبة في كل من تونس وصفاقس في 16 ديسمبر 2012. وفي انطلاقا من ديسمبر 2012 إذن إلى غاية فيفري 2013 بدأ برنامج متكامل للحوار الوطني حول المضامين الدستورية المدرجة في مسودة مشروع الدستور التي أصدرها المجلس في 14 ديسمبر 2012. شارك فيها أكثر من 5000 مشارك داخل البلاد وخارجها. انتظم في هذا الإطار 26 اجتماع داخل الجمهورية و18 اجتماع في الخارج. ويعني الاجتماعات هذه عادة ما تمت بمنهجية معينة وهي تولي الإشراف عليها كان من أعضاء من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بمشاركة نواب الجهة وممثل عن مكتب العلاقة بالمجتمع المدني بالمجلس، وأيضا مستشارين من المجلس الوطني التأسيسي أوكلت لهم مهمة كتابة توثيق المقترحات. والمنهجية نتاع الحوارات هذه كانت يعني النواب يقدمون إلى يعني ما توصلوا إليه، وبعد ذلك يفتح المجال للقاعة. التنظيم اللوجستي كان من أنظار مكتب العلاقة بالمجتمع المدني في المجلس الوطني التأسيسي، وهو فريق عمل يتألف من 6 نواب يرأسه نائب عن حركة النهضة. وهذه الحوارات كانت بالتعاون أو الدعم اللوجستي ومادي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع دعم المسار التأسيسي والنيابي والحوار الوطني في تونس. وهذا المشروع يمتد من 1 أبريل 2012 وينتهي في 31 مارس 2015. تمويلها 18 مليون دولار،
والممولين الأساسيين اليابان، بلجيكا، النرويج، الدنمارك. هذا يعني تولد عن هذه الحوارات نشر تقريرين، تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الألماني، وتقرير يعني موجود على موقع المجلس الوطني التأسيسي وهو حصيلة هذا الحوار. بطبيعة الحال هذا فقط نبذة سريعة لهذا الحوار، لكن السؤال الذي يطرح ما هي مصداقية هذا الحوار وهذه المشاورات العامة؟ نعرف أنه ليس هنالك معايير واضحة في هذا المجال، لكن هنالك بعض المبادئ التي هي الآن بصدد التشكل حول هذه المشاورات العامة. على الأقل نعرف أنه ما يجب تفاديه أثناء المشاورات العامة. إذا لابد من تفادي أنه بدلا من العمل كآلية للاستماع فعلا إلى آراء الشعب، تتحول المشاورات إلى حملة علاقات عامة لتحسين موقف الحكومة أو تحسين موقف الحزب الأغلبي في الهيئة التأسيسية. فما حاجة أخرى لازم تتفاداها المشاورات العامة هو التلاعب بعملية المشاورات لكي تدعم النتائج مصالح أو مخططات معينة. يعني هنا مش نحاول أن نتعرض برجالة إلى ما يجب أن يتوفر في هذه المشاورات العامة لكي تكون العملية ذات مصداقية، وبطبيعة الحال لنا أن نقيم مدى توفر هذه الشروط فيما وقع أو ما سمي بالحوار الوطني. من بين المعايير الناشئة والممارسة الجيدة لابد من يقول التخطيط للتشاور مع الشعب قبل بدء العملية بوقت طويل، وهذا في الحال غير متوفر لأنه لم يتم إعداد خطة استراتيجية للتشاور مع الشعب مفصلة سلفا. مسألة وضع المعيار الثاني قلت من الضروري حسب الممارسات الطيبة وضع جداول زمنية معقولة، يعني لازم تحط مدة مخصصة للتخطيط العملية، إعداد الشعب للمشاركة فيها، المدة المحددة لعقد المشاورات الشعبية، والمدة المحددة لتحليل الآراء، والمدة المحددة لإنجاز التقارير. هذا أيضا غير متوفر. المسألة الثالثة إعداد الشعب للمشاركة بفعالية، يعني حسب المعايير المطلوبة يتطلب ذلك التوعية المدنية، التثقيف الديمقراطي للجمهور حول دور الدستور والخيارات المعقدة، يعني وما هي وتقديم وتعريف المشاورات العامة، يعني فهموهم ما هو دورهم، ماذا سيكون مطلوب منهم. وهذه نجحت فيها مثلا جنوب افريقيا ب 93 في القيام بهذه المسألة، لكن في تونس نرى أنه يعني المجهود هذايا ما كانش ملموس، وبالتالي عملية الحوار حول الدستور مرت مرور الكرام ولم يكن لها العمق الدستوري المطلوب. مسألة أيضا شرط الشفافية، أن تكون العملية شفافة، بمعنى أن الذين يجرون العملية أمناء فيما يتعلق بدور الشعب في العملية يعني هذه أيضا تبقى فيها العديد من النقاط الغامضة أو الرمادية. أن تكون المشاورات مع عينة ممثلة، هذه أيضا نرى أنه يعني دراسة ممكن لابد من تقييم المشاركين ومن شارك في الحوارات هذه لكي نفهم مدى درجة تمثيلية الذين حضروا. مسألة أيضا يعني معيار آخر التأكد من أن عملية التشاور متاحة ومؤمنة وشاملة، هذا أيضا مشكوك فيه لأنه عملية التسجيل في الحوار الوطني كانت عبر الإنترنت فقط، عبر موقع الإنترنت، موقع المجلس الوطني التأسيسي، يعني مسألة أنها متاحة هذايا فيه شيئا ما لأنها همشت قطاعات واسعة. مسألة أخرى وهو أنه إذا معيار آخر لابد من تسجيل الآراء المقدمة وتصنيفها وتحليلها وأخذها في الاعتبار بأمانة. وهنا بطبيعة الحال تطرح مسألة التقارير التي أعدت. قلت المجلس الوطني التأسيسي قام بتقرير، ولكن من الغريب أنه من أشرف على هذه العملية كانوا يعني مش إدارة متخصصة أو ناس تم تكليفهم رسميا بذلك، لكن كان ذلك بتطوع من مستشارتين هما اللي كتبوا التقرير، ولكم أن تطلعوا على يعني سطحية ذلك، ما نقولوش لأنه مجهود متاع فقط شخصين، في حين أن المسألة تتطلب فريق
حقيقي للعمل. يعني تقييم عملية التشاور هذا أيضا لا نرى أن حاليا تم. وممكن النقطة الوحيدة الإيجابية في هذا المجال هو أن الفصل 104 جديد من النظام الداخلي الذي نطرح في مارس 2013 يعني أخذ بعين الاعتبار المسار هذايا بصف يعني المشاورات اللي وقعت وتم تنقيحه بشكل أنه تم تنصيص وتتعهد اللجان التأسيسية بالنظر في الملاحظات والمقترحات الواردة من النقاش العام والحوار الوطني حول الدستور، وذلك في أجل أقصى 10 أيام عمل من تاريخ تعهدها بالتقارير. هذه ممكن النقطة اللي نعتبروها إيجابية. أنهي بسؤال، هو هل نحن في حاجة إلى حوار وطني بعد صدور الدستور؟ لأنه سمعنا أن المجلس الوطني التأسيسي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تنظيم حملة للتعريف بالدستور الجديد. هذا في حد ذاته أمر إيجابي لدعم المعرفة العامة بالدستور والثقافة الديمقراطية وما إلى ذلك، ولكن يعني من المهم أن يتم الالتزام بالشروط اللي ذكرناها لكي لا يتم الانحراف بالعملية وتصبح حملة انتخابية سابقة لأوان. يعني لابد العملية أن ممكن مش المجلس التأسيسي هو اللي يعمل، ممكن جمعيات مجتمع مدني دعمها لكي تقوم بهذه العملية. نعرف أنه أنهي بهذا والقول أنه في جنوب أفريقيا كان إذا حملات التوعية اللي رافقت عملية التأسيسية وامتدت على سنوات 3 إذا نرى أنها تضمنت خطوة أخيرة بعد أن صدر الدستور في أفريقيا هو توزيع 7 ملايين نسخة من الدستور. يعني هذه يمكن أن لم نفكر فيها في تونس، ولكن كان من الممكن أن يعني نعتمدها كخطوة في الاتجاه الصحيح نحو إذا إيصال الدستور إلى كل مواطن. ويعني هذا لو كانت في أسئلة أو شكرا جنان على هذه المداخلة القيمة، خاصة هناك بعض المسائل الهامة التي طرحتها، ولكن هناك معناها في النقاش نقولوا احنا من اول سؤال هو معناها الشفافية. غياب الشفافية هو اللي يؤدي إلى نجاح الحوار، بالتالي نشوفوا حل الشفافية هي في كل الحالات حاجة طيبة. في حالة نقاش سياسي إذا كان يبعدوا معناها على وسائل الإعلام ووسائل التلفزة، هذاك هو من العنصر اللي يضمن نجاح الحوار. شكرا لك. دور المواطن آخر مداخلة في هذا الإطار. دور المواطن، ما هو دور المواطن؟ وهذا شيء هام جدا، لأن الدستور تاع 2014 السياسة تاعو الأساسية هو أنه دستور تشاركي، خلافا للدستور 59 اللي كانش تشاركي، ومن عام 59 كان نقول معناها الدستور معناها حط من فوق مسقط. الدستور من 2014 هو دستور شارك فيه المواطن مباشرة في بعض الأحيان في إعداد فصوله، وسيتكلم على المسألة سيد منير العمري. شكرا أستاذ. نرحب بكل ضيوف الندوة. مرحبا بكم في هذه الورشة. تونس اليوم ورشة للانتقال الديمقراطي. شكرا لأصدقائنا على دعم هذه المرحلة سواء بالتدريب والتكوين لمنظمات المجتمع المدني أو سواء بالدعم اللوجستي. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحظيرة، حظيرة الانتقال الديمقراطي. ولو أن مسألة البناء هي مسألة شاقة، إلا أن تغير دور المجتمع المدني بعد الثورة ألهم تونس العديد من الطاقات الشابة ومن الشيوخ الذين يعني ساندوا ودفعوا الغالي والنفيس في سبيل إنجاح الثورة التونسية وفي سبيل بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة.
دور المجتمع المدني أو دور المواطن. عندما نتحدث عن دور المواطن فنحن بالضرورة نتحدث عن دور المجتمع المدني. لابد من تحديد الجهاز الإقليمي ليشكل لنا هذا الجهاز المفاتيح التي يمكن أن نتطرق بها إلى موضوع المواطنة ومدى مشاركة المواطن. نحن نقول أنه بعد الثورة التونسية تغير الدور بتغير المرتبة التي يحتلها المجتمع المدني في تونس والمرتبة التي يحتلها المواطن. يعني من خلال علاقتنا بالهيئة التأسيسية إن كنا نعتبر أن المجتمع المدني شريك فاعل في بناء الدستور، أو إن كنا نعتبر أن مسألة البناء المؤسساتي تستوجب الحياد المطلق من قبل مؤسسات المجتمع المدني. المجتمع المدني كما قلت والمواطن تغير دوره وأصبح شريكا فاعلا يطالب بالمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية. نعتقد أن أهم نقطة هي أننا أدركنا أن المراحل الانتقالية تدار بطريقة تشاركية. هذا ما أدركه المجتمع المدني ووصل إلى حد التصادم في بعض الأحيان مع السلطة المنتخبة أو مع المجلس الوطني التأسيسي وبعض منظمات المجتمع المدني التي رفعت في سقف مطالبها إلى حد يعني إعلان، يعني أنا أعتبره أرقى مظهر من مظاهر النضال الديمقراطي العلني، وهي أنها أعلنت العصيان أو التمرد على السلطة المنتخبة إن لم تستجيب لإرادة الناخبين وإن لم تستجيب لإرادة الشعب. لقد جسدنا فعلا في تونس ما ورد في نص الدستور، يعني المجتمع المدني ناضل حقيقة وجسد الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع، فيما بعد تمت صياغة والتنصيص على الديمقراطية الشفافية وحياد الإدارة. يعني كل هذه الآليات نحن اليوم ملزمين بتفعيلها، والإدارة والمؤسسات المنتخبة ملزمة بتفعيلها لتمكن المواطن من لعب دوره الحقيقي. اليوم المواطن التونسي أصبح على درجة من الوعي بأهمية مشاركته في إدارة الشأن العام. يعني المواطن التونسي اليوم يترجم حقيقة منظومة حقوق الإنسان في تكاملها وفي ترابطها. يعني كان همنا في العهدين السابقين وخلال النظامين البائدين أن نتمتع بالحقوق الاقتصادية أو أن نناضل من أجل الحقوق الاجتماعية، وكنا نعتبر أن الشأن العام هو يعني شأن تهتم به النخبة السياسية. اليوم نعتقد أن تونس مطروح عليها أن تعمم ورشات الانتقال الديمقراطي في مختلف الجهات، وهذا ما نص عليه باب السلطة اللا مركزية أو باب السلطة المحلية. ونعتقد أن دور المواطن سيزيد فاعلية وسيزيد نجاحا ومردودية إذا ما تم التطبيق الفعلي لكل الآليات والمؤشرات والوسائل الإيجابية جدا التي نص عليها الدستور. أعيد وأقول: الحوكمة المفتوحة، الشفافية، حق النفاذ إلى المعلومة، هذه الوسائل ستزيد من فاعلية اللاعب الأساسي اليوم في هذه الورشة وهو المواطن. اليوم تراجع دور الأحزاب السياسية، تراجعت ثقة الناس في الأحزاب السياسية وتدعمت ثقة المجتمع المدني. لكن للأسف الشديد ممكن البعض يرى فيه أنه هذا اختلاف رحمة، والبعض الآخر يرى أنه يمكن أن يؤدي إلى التصادم. نحن اليوم في المجتمع المدني نعيش انقساما في المجتمع المدني بين مجتمع مدني اختار الاصطفاف وراء السلطة المنتخبة ويدعي أن الطرف الآخر لا يلتزم الحياد. نحن في عتيد مثلا التزامنا
أننا منحازون إلى منظومة حقوق الإنسان، منحازون يعني ونعتز بذلك ونتباهى بذلك إلى الانتخابات النزيهة والعادلة والشفافة، وإلى الهيئات التي تنتخب بناء على إرادة الشعب وتعبر حقيقة عن إرادة الشعب، لأن المواطن يغيب دوره إن كانت الهيئات المنتخبة لا تعبر حقيقة عن إرادته، وإنما تعبر عن إرادة المرافقين. نحن اليوم في تونس 2 مليون من الناخبين الأمنيين. كيف المجلس الوطني التأسيسي الذي ينص في الدستور على أن الانتخاب حر والانتخاب سري وكل المواثيق الدولية تنص على ذلك، كيف لهذا المجلس الذي ينص على سرية الانتخاب وعلى حرية الانتخاب وعلى حق المعارضة في التواجد داخل المجلس الوطني التأسيسي أن يقصي المعارضة؟ نعم، تقصى المعارضة باعتماد هذه الآلية أو هذا الإجراء، إجراء المرافق، لأن المرافق للناخب الأمني داخل الخلوة. يعني تخيلوا 4 ملايين من الناخبين في نفس الوقت داخل الخلوة. يعني هذا لا يفضي إلى هيئات تعبر حقيقة عن إرادة المواطنين. لا يمكن تفعيل الدستور بإجراءات تقلص من مصداقية الهيئات المنتخبة وتقلص من الشفافية وتحد من حرية الاختيار. إذن اليوم المسألة المطروحة أي ديمقراطية نريدها ديمقراطية تشاركية، بمعنى أنها ديمقراطية المواطنين الفاعلين. يعني اليوم ارتقى المواطن التونسي إلى مستوى تحمل المسؤولية السياسية. لم تعد كما قلت بداية، لم يعد الشأن العام لا يهتم به المواطن. تبقى مسألة كيف تفعل المواطنة، يعني كما يقال la citoyenneté s'apprend en la pratiquant. هذه يعني مسؤولية مشتركة ما بين كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ومؤسسة العائلة والمؤسسة البلدية. اليوم مثلا ثمة صيغة لتشريع المواطن في تفعيل الديمقراطية التشاركية عن طريق البلديات والميزانية التشاركية وتمكين المواطن من التعبير عن رأيه. هذه كلها آليات جيدة، آليات محمودة، يمكن أن تزيد من فاعلية المواطن. يعني بعد أن ناضل المواطن وناضلت مؤسسات المجتمع المدني نضالا ميدانيا من أجل صياغة نظريته، وتمت هذه الصياغة، واليوم كل العالم يعني يعتبر أن تونس اليوم هي دولة ديمقراطية أكثر من أي وقت مضى. لابد أن نعتز بهذا الدستور، ولكن لابد أن نناضل من أجل تفعيله في مستوى أرض الواقع. يعني النقطة التي أنهي بها هو أن ثمة معضلة بيداغوجية إن صح التعبير، وهي النقطة الفاصلة بين النظري وبين التطبيق، يعني عملية النقل البيداغوجي لمحتوى نص الدستور في مختلف المؤسسات وفي مختلف الهياكل. أختم لأقول أننا نخشى حقيقة عودة الاستبداد من جديد عن طريق الانتخابات. اليوم المجلس الوطني التأسيسي بإمكانه أن يصادق على مشروع قانون الانتخابات. هذا المشروع فيه العديد من النقاط الغير دستورية، يعني المجلس يصوغ دستورا ولا يلتزم به. أي هنا يتأتى دور المواطن. لابد من اليقظة، واليقظة الدائمة. سي سالم بالأمس سأل عن ماذا نفعل نحن اليوم، يعني بعد لابد من إيجاد آلية تشاركية حقيقية بين كل المنظمات. أنا حبيت أن أقدم فرانسيس
Je voulais apporter un éclaircissement, un témoignage sur deux questions, le pacte républicain et le référendum et les élections. Concernant le pacte républicain, effectivement, ça a été un échec et je crois qu'un certain nombre de partis politiques, y compris la NARDA, ont participé à cet échec parce qu'ils ont tenu mordicus quelque chose qu'ils ont repris par la suite dans les travaux de la Constituante, c'est qu'ils voulaient à tout prix mettre dans le pacte républicain d'abord des références à l'islam, mais la deuxième chose, on l'oublie aujourd'hui, c'est cette question de la normalisation avec le sionisme. Et ça a fait capoter le pacte républicain parce qu'on était complètement divisés. Les gens de la NARDA voulaient mettre comme un principe sacro-saint à reprendre par la suite dans la Constitution la condamnation et la pénalisation de la normalisation avec l'entité sioniste. Bien sûr, les gens de la gauche et les non-nationalistes ont refusé cela et c'est comme ça que ça a échoué. Mais le plus curieux, c'est que le thème a été repris par la suite dans la discussion de la Constitution elle-même et ils voulaient mettre cela dans le préambule de la Constitution. Et il a fallu... Hein, au début, non, après, oui, mais avant, avant, il y a eu des gens là qui avec le CPR, qui ont répondu. Et ensuite, quand ils ont vu les réactions aussi bien de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur, et en particulier la position officielle de la République fédérale allemande. Hein. Ah oui, parce que la République fédérale allemande a écrit une lettre officielle au président de l'Assemblée nationale constituante qui a été publiée et dans laquelle ils ont dit que les Allemands apportaient tout leur soutien à la révolution tunisienne, qu'ils avaient été parmi les premiers pays à applaudir au changement, à la démocratisation, etc., mais que pour eux, pour la République démocratique allemande, la République fédérale allemande, pardon, ce point, cette question constituait une ligne rouge à ne pas dépasser. Parce que sinon, la République fédérale allemande allait revoir toute sa politique vis-à-vis de la Tunisie. C'est une lettre officielle donc, qui a été signée par le président de la République fédérale, pas par la chancelière. La deuxième chose. Alors là, je voudrais apporter un témoignage. On en a parlé tout à l'heure, ça c'est une question que j'ai bien vécue en 2011, c'est à propos des élections et du référendum. Je vais vous dire une chose. Les élections du 23 octobre 2011 ont été reportées, comme vous le savez. Les élections étaient prévues pour le 24 juillet 2011. Juillet 2011. Déjà, quand il y a eu ce premier report, la terre a tremblé ici chez nous. La NARDA a quitté la haute instance. Le CPR a quitté la haute instance. J'ai essayé de les ramener sans succès. Et c'est à ce moment-là que l'idée du référendum, en septembre 2011, l'idée du référendum a commencé à germer. Dans l'esprit d'un certain nombre de partis politiques, ils étaient 42 partis politiques, c'est énorme, plus des partis qui ont participé à l'opposition contre l'ancien régime, qui m'a maintenant le PDP, le parti de Najib Cheikh. Ces partis ont dit ceci. Nous ne pouvons pas, comme l'a dit Sanet tout à l'heure, laisser une assemblée constituante comme un bateau ivre, sans mandat, sans attribution et sans compétences précises. On ne peut pas laisser une assemblée comme ça, une assemblée souveraine, sans mandat. Elle peut faire ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait par la suite, puisqu'elle s'est transformée en assemblée parlementaire. Bien. L'idée du référendum à un certain moment, en septembre 2011, est devenue tellement forte que le Premier ministre de l'époque, c'est Beji Caid Sebsi, a commencé à céder. Ça, je peux vous le dire en tant que témoin. Vous pouvez le prendre comme un témoignage historique. Beji Caid Sebsi a commencé à céder. Et il me l'a dit personnellement. On peut l'amener pour qu'il témoigne devant. Il m'a dit, écoute, on ne peut pas laisser... Effectivement, les gens ont raison. Moi, je viens de recevoir 42 partis politiques. Il y a tel qui est venu me voir, tel et tel et tel. J'ai fait des consultations et les gens ont peur. Ils ne peuvent pas. Et ils avaient raison d'ailleurs. Moi, je les ai combattus à l'époque, mais maintenant, je me rends compte qu'ils avaient raison d'avoir peur. On ne peut pas laisser une assemblée sans mandat, 1 an, 2 ans. Il faut limiter un mandat.
Et surtout sans compétence. Moi, personnellement, je dois vous avouer qu'à l'époque, j'étais hanté par l'idée de nouveau report des élections. Je me suis dit, si déjà le report de juillet à octobre a provoqué chez nous un problème immense, pas que c'est les réactions de Nahda, etc., contre Jandoubi, contre le gouvernement, contre la haute instance. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce retard des élections? Mettez l'armée. Je me souviens, les gens de la Nahda à l'instant, mettez l'armée dans les trucs et faites les élections. Ils ne voulaient pas de report. Bon, donc on a reporté une fois, ça a été un choc brutal. Moi, je me suis dit, si jamais on reporte encore une fois les élections d'octobre, si on les reporte encore pour organiser un référendum préalable et ensuite organiser une élection, tous les partis qui déjà étaient montés contre le premier report des élections vont exploser dans ce pays-là. Et nous étions dans une situation très fragile sur le plan sécuritaire, etc., etc., etc. Donc, il faut absolument éviter le report des élections. C'est à ce moment-là que le sort a joué pour nous. Nous nous sommes retrouvés un jour dans des circonstances que je raconterai plus tard entre les 11 partis de l'instance, dont le CPR et Nahda, qui s'étaient retirés de l'instance. On s'est retrouvés dans un hôtel. Une première fois, et on a commencé à discuter, et puis je leur ai dit, faites très attention, il y a l'idée du référendum qui est en train de prendre beaucoup de poids, et les élections risquent d'être reportées. À ce moment-là, ils se sont soudés, et ils ont dit, bon, ok, nous sommes sortis de la haute instance, on ne veut plus entendre parler de la haute instance, mais toi, si tu veux sauver les élections comme tu nous le dis, tu n'as qu'à prendre une initiative personnelle. C'est pour... J'ai pris cette initiative, je les ai réunis, ils sont venus. Nous avons travaillé un mois ensemble et nous avons abouti à ce document dont on ne parle pas assez, mais c'est le document qui a sauvé les élections. C'est le document du 15 septembre 2011 qui s'intitule en arabe I'lan al-Masar al-Intiqali. I'lan al-Masar al-Intiqali. Déclaration sur le processus transitoire, dans lequel les partis se sont engagés à ne pas dépasser une année et à faire la Constitution. Dans l'année, à faire la Constitution. On a travaillé un mois, puis après, le 13 septembre, on a terminé. J'ai organisé une très grande cérémonie avec la presse, etc., le 15 septembre. Et les secrétaires généraux et présidents de partis, ou les porte-paroles des partis, sont venus signer, parmi eux, c'est Chokri Belli, c'est Rachid Ghanouchi, c'est Maya Jeribi, c'est Mostra Medjara, etc. Tous les, sauf le CPR, ils sont venus, ils ont signé le document, et le référendum est mort. Plus personne n'a parlé du référendum. Le lendemain, j'ai pris mon petit papier, et vous savez que si Béjéka Tseti, qui a le sens de l'humour, le dit encore dans ses discours aujourd'hui, il dit, moi j'étais pour le référendum, mais c'est Riyad m'a apporté la feuille, j'aime les lois. Vous connaissez un peu le langage de Béjéka Tseti. C'est Riyad m'a apporté la feuille. J'aime les lois. Et effectivement, je lui ai apporté la warqa signée par les 11 chefs des partis politiques. Il m'a dit, ok, c'est bon. Alors si c'est comme ça, ça va. On abandonne les deux référendums. Et c'est comme ça qu'on a sauvé les élections. Donc je voulais en parler pour apporter un témoignage, parce que Séné a évoqué le problème, pour vous dire que les élections du 23 octobre 2011 étaient effectivement menacées. Voilà. Que les gens, avant l'exercice par l'Assemblée nationale de ses compétences, avaient déjà peur de l'Assemblée constituante. Ils avaient peur. Elle était tenue en suspicion avant même d'exister, avant même les élections. Avant même les élections. Et comme je vous l'ai dit, je les ai combattus puisque j'ai fait ce document du 15 septembre pour sauver les élections. Bon, j'ai sauvé les élections, je ne sais pas ce que j'ai pu faire éviter au pays, peut-être que ça aurait été pire si on avait reporté les élections, mais en tout cas aujourd'hui je me dis que ceux qui ont demandé le référendum avaient un petit peu raison quand même. Parce qu'après on a vu l'Assemblée constituante partir au galop et personne n'a pu la rattraper parce que
elle a dépassé sa fonction constituante, elle s'est transformée en Parlement, mais en Parlement qui n'avait ni mandat, ni contrôle de constitutionnalité des lois, puisque personne ne pouvait contrôler la constitutionnalité des lois, ni pouvoir de dissolution. Donc, une assemblée qui était à la fois constituante, parlementaire, qui ne peut pas être dissoute, qui n'a pas de mandat, et on a vu les dérives de l'Assemblée, le non-respect de la déclaration du 15 septembre, toutes les lois qu'ils ont voulu, enfin tous les excès de l'Assemblée. Voilà. Non, je voulais juste... ce point parce qu'il est très important. Non, c'est un bon témoignage, bien sûr. Mais quand même, donc, on peut dire que le référendum était une bonne chose. Non, moi je maintenant, écoutez, maintenant qu'on raisonne vraiment à tête froide, les choses sont passées un peu maintenant. Moi je pense que c'est vraiment, si les élections avaient été retardées, il y aurait eu une guerre civile dans ce pays. En problème, comme dire, sans aucun... Bon, c'est vrai que la période, ces 3 années ont été pénibles parce qu'on a vu une assemblée partir dans certains dérives, mais moi je suis persuadé que si les élections avaient été reportées en octobre, on aurait eu une guerre civile à la Syrie. Oui. On risque d'avoir la mission de 1er janvier à nos collègues amis non-tunisiens, mais tunisiens pour l'occasion, c'est ça, d'être là, et puis je dis à la prochaine. Merci. Je la même chose finalement, je voulais tous vous remercier. Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui étaient présents avec nous pendant ces 2 jours. Je voulais aussi vous remercier les amis étrangers et merci pour les interventions et pour ce débat de haute facture. Donc voilà, merci à tous et merci aux traducteurs Et à la Bibliothèque nationale. Et à la prochaine manifestation.